Je vais essayer de faire une conclusion ultra rapide, contrainte par l'heure. Elle sera donc pointilliste. Je vais commencer par vous donner quelques éléments de contexte, c'est-à-dire rappeler que la génomique numérique est quelque chose d'extraordinairement récent, et en particulier, l'idée de faire des expériences in silico date d'il y a exactement 30 ans. L'expression a été proposée à l'Union européenne en novembre 1989. Elle est ensuite partie pour la Californie, où elle a fait Flores, et elle est revenue dans le monde entier. C'est d'ailleurs assez amusant de voir que l'histoire est en général peu connue. Et ça correspondait à l'idée d'introduire de force l'informatique dans les recherches en biologie. Ensuite, quelle est la première découverte de la génomique? Ça, c'est quelque chose qui peut paraître surprenant comme question. Elle date de 1991 et elle a eu lieu, elle a été présentée à un meeting d'Elunda en Crète, organisé par l'Union européenne, à laquelle les États-Unis avaient été invités. Et à l'époque, les programmes américains étaient dans leur enfance. C'est quelque chose qui est assez intéressant. Il y aurait beaucoup de politique à discuter. Pourquoi diable l'Europe, qui était très très haut, a très rapidement disparu ou presque de la figure? À l'époque, ce qui était la première découverte, c'était que au moins la moitié des gènes ne ressemblaient à rien de connu. Alors, ce que les plus jeunes d'entre vous ne savent certainement pas, c'est que la communauté scientifique entière dans le monde était opposée à l'idée de séquencer des génomes. L'idée était que ça allait coûter très cher, que de toute façon, on savait déjà tout, parce qu'à chaque fois qu'on isolait un mutant d'un organisme quelconque, qu'on séquençait le gène et qu'on regardait ce qui était connu dans les bases de données, on trouvait que ça lui ressemblait. D'accord ? Donc cette découverte a fait effet de coup de tonnerre. Ça disait qu'il y avait énormément de choses à connaître dont on n'avait pas la moindre idée. En 2019, c'est encore vrai de façon extrêmement intéressante quand on regarde les métagénomes. Il y a une série de séquences dominantes qui se trouvent dépasser les séquences correspondant au cœur des génomes et dont on n'a pas la moindre idée de la fonction. Donc on est encore dans l'enfance, dans ce domaine, et je pense que c'est quelque chose de très intéressant. Alors, déluge de données, on a parlé de tsunami, etc. On en est actuellement à plus de 100 pétaoctets de données, et ça croît à toute vitesse. Et ça veut dire qu'on est dans le même niveau que les grands instruments de la physique ou la cosmologie. Alors, ce qui est bizarre, c'est que les biologistes se comportent de façon très différente des physiciens. Les physiciens, vis-à-vis de leur système politique, ont un comportement très simple. Dès qu'on les attaque, ils se mettent en cercle, ils sont armés et ils tirent vers l'extérieur. Les biologistes font la même chose, mais ils sont armés et ils tirent vers l'intérieur. Et donc, la situation est... est assez particulière, et ce qui fait que, bon, bien que ce soit un domaine absolument fondamental, il est peu pris en compte. Alors, ce qui sert à rassembler l'ensemble de ces données, c'est l'International Nucleotide Sequence Database Collaboration, quelque chose qui a été créé entièrement par des chercheurs en dehors des structures gouvernementales. Je ne vais pas en parler ici du problème politique sous-jacent, qui est absolument extraordinaire, en fait. C'est un élément, je dirais, parapolitique qui organise l'ensemble des données que vous utilisez tous. Il s'agit essentiellement de DDBJ, de l'European Nucleotide Archive et du NCBI. Et la plupart des gens ici pensent toujours GenBank, mais en fait, GenBank, c'est 3 points d'entrée à l'INSDC. Typiquement, voilà l'explosion des données l'European Nucleotide Archive. Vous voyez que ça augmente dans des proportions complètement insensées. On est réellement dans un domaine où tout d'un coup, il faut traiter des données massives. Et donc se pose une question politique, je n'irai pas beaucoup plus loin là, c'est est-ce qu'il faut introduire de nouveaux pays? Et je vous signale, je reviens juste de Hong Kong, donc je suis encore assez marqué. Je pense d'ailleurs que si ça se passe mal, ça se passera mal pour le monde entier. L'idée d'associer éventuellement d'autres pays que les trois grands ensembles actuels. Et actuellement, le producteur le plus massif de données de séquences est en fait le BGI à Shenzhen, où je suis d'ailleurs professeur honoraire.
Mais le BGI a des problèmes à l'intérieur de la Chine, je n'en discuterai pas ici. Et la deuxième question, qui est très très importante et qui rejoint le côté garbage in, garbage out, que je ne discuterai pas parce qu'il a été discuté par Florence Dalchebulk et évoqué au cours de la table ronde juste maintenant. Comment fait-on pour forcer les gens à y déposer leurs séquences? Alors, ce qui est très remarquable, c'est que tout le monde pense que les séquences sont là, mais ça n'est plus vrai. Un très grand nombre de séquences ne sont pas déposées là, ce qui veut dire qu'on n'a pas accès, en fait, à la connaissance générale, et ça peut avoir des conséquences importantes. Donc, maintenant, que penser des données massives? Le premier point, c'est quelque chose que disait Noam Chomsky à un meeting où j'étais en 1975, « Data make no sense ». Les données, en tant que telles, ne veulent rien dire et n'ont aucun intérêt. Et d'ailleurs, je peux vous donner un exemple biologique très intéressant. Si vous prenez la bactérie Bacillus subtilis, si vous lui mettez le génome entier d'une cyanobactérie à l'intérieur, ce génome sera répliqué et donc transmis de génération en génération, mais il n'aura aucun effet. Donc, un ensemble de données aussi précis qu'une séquence génomique entière, si elle n'est pas dans le bon contexte, ne veut rien dire. Donc ça, c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir en tête. Et par ailleurs, et ça, j'ai été, je dois dire, un peu mari de voir le rôle que prenait Wikipédia. Le savoir ne résulte pas d'un vote, et encore moins d'un vote anonyme. Alors, Wikipédia est très utile pour connaître les grands scandales. Par exemple, Bernard Madoff, heure par heure, c'était absolument prodigieux à suivre. Mais maintenant, pour regarder la science, à part peut-être en mathématiques, il faut vraiment faire très, très, très attention à son contenu. Bien. Alors, données pour quoi faire? Ici, voilà un schéma général expérimental où on produit des données. En fait, il y a deux grands ensembles. Un ensemble qui va être destiné à du diagnostic, et le diagnostic, par définition, ne cherche pas à être explicatif, il cherche à être prédictif éventuellement, et un donné qui est fondé sur des hypothèses et qui donne de la science. C'est deux choses très différentes et qui correspondent à non seulement des données, mais un ensemble considérable que je ne discute pas, qui sont les métadonnées. Et en fait, typiquement, si vous avez le meilleur algorithme, la meilleure intelligence artificielle du monde, si vous n'avez pas d'hypothèse propre, vous ne pouvez faire que du diagnostic. Et pour proposer des hypothèses, ce sera un test de validation scientifique. Et maintenant, juste une petite mise en garde pour vous amuser. Je ne parle pas des cultures de cellules animales ou végétales, ce sera encore bien pire. Là, j'ai collecté simplement les données correspondant à la bactérie nommée Escherichia coli K12 MG1655, venant de différents laboratoires. Quand on regarde les génomes, ils sont totalement différents. Or, les laboratoires nomment la souche du même nom, comparent leurs expériences, qui souvent ne sont pas comparables parce que des éléments génétiques essentiels ne sont pas présents. Par exemple, le E. coli Genetic Stock Center, qui distribuait pour le monde entier Escherichia coli pendant de nombreuses années, contenait une délétion de 40 kilobases qui empêchait en fait cette bactérie de pousser en anaérobiose, ce que ne vérifient jamais les laboratoires expérimentaux parce qu'il est très rare de travailler en anaérobiose. Donc attention que dans un grand nombre d'expériences, en fait, les résultats observés sont fondés sur des données mauvaises et ne veulent pas dire grand-chose. Alors, à venir. Bien, je pense que ce qui est important pour l'étude des données et la collection des métadonnées, c'est de comprendre qu'il faut partir de la fonction pour aller à la structure et non l'inverse. En général, la structure ne dit pas la fonction. Et typiquement, c'est plutôt la fonction qui va recruter les structures existantes et parce qu'on ne peut pas trouver autre chose. Typiquement, si on veut manger sans salir les mains, on peut utiliser soit une fourchette, soit des baguettes, soit même une grande feuille. C'est des choses totalement différentes qui ont la même fonction. Et la biologie fonctionne tout le temps de cette manière. Quelquefois, elle combine les choses, et ça fait d'ailleurs des possibilités d'évolution tout à fait remarquables. J'en ai une ici que j'ai trouvée assez amusante, mais c'est typiquement quelque chose qui se trouve en biologie. Donc, si vous avez une séquence génomique qui vous dit « ceci ressemble à ça », ça peut correspondre à une fonction totalement différente. Je prends un exemple précis, le cristallin. Dans le cristallin, ce qui est important, c'est essentiellement qu'il soit transparent. Si on isole les cristallines, l'une d'entre elles majeure, et qu'on met dans un tube à essai, on la séquence, on s'aperçoit, oh, c'est une enzyme. Si on lui met les substrats, elle va agir comme une enzyme. En fait, ça ne fonctionnait pas du tout ça. Sa fonction, c'est quand je suis concentré, je suis transparent. D'accord ? Donc, c'est une erreur majeure d'associer à cette séquence
la fonction d'enzymes correspondantes. Bon, typiquement, quand on part de la structure vers la fonction, essentiellement, on part de façon ascendante des atomes, on décompose le système et on essaie de le reconstruire. En fait, ce que je propose, et ce que font bien sûr, heureusement, un certain nombre de gens, c'est de partir à l'inverse des fonctions d'abord, on se pose des fonctions et on cherche les objets qui peuvent y répondre. Typiquement, pour une imprimante, vous avez une fonction d'usage et des fonctions auxiliaires. Et le fait d'avoir compris ça, vous savez déjà que la fonction d'usage, c'est ceci, et que donc il faut la chercher, et qu'on a besoin de fonctions auxiliaires, et que donc il va falloir chercher les objets qui y répondent. Alors ici, puisqu'on est en train d'honorer le Génopôle, j'ai choisi l'approche qui est choisie par le groupe de Claudine Médigue, de laboratoire de Claudine Médigue avec David Valdrenet et ses collègues au Génoscope, qui est fondée essentiellement sur une plateforme d'annotation qui part de la fonction. Je ne vais pas le détailler ici. Induction et déduction, vous savez ce que c'est. Abduction, il est probable que beaucoup d'entre vous ne savent pas ce que c'est, mais c'est ce qui permet, entre autres, de très bien lier les choses au phénotype. C'est la chose suivante. Imaginons que je ne sache pas du tout ce que je cherche, mais que je sais que c'est quelque part. Je suis un chasseur, c'est la nuit, j'ai un revolver ou un fusil, et j'ai en face de moi une forêt. Je tire. Si rien ne se passe, bon, j'ai rien trouvé. Je recommence, je tire. Si là, quelqu'un crie, alors je sais que j'ai trouvé quelque chose. Donc ça, c'est une partie intéressante des techniques d'apprentissage qui sont liées à l'intelligence artificielle et qui peuvent être implantées quand on part de l'idée fonctionnelle. D'autre part, il est important ensuite d'imaginer comment sont organisés les génomes. On peut en gros les organiser en 3 parties. Une partie qu'on peut appeler le paléome, parce que c'est la partie la plus ancestrale finalement, qui correspond essentiellement à la survie et à la maintenance et à la construction d'une descendance. C'est l'essentiel de la machinerie. Ensuite, on a le cénome que j'ai construit ça sur biocénose, on a eu allusion ce matin. Le cénome qui correspond à la mise en contexte dans un environnement particulier de l'organisme. Et enfin, quand on a des organismes multicellulaires en particulier, on a des types cellulaires différents qu'on peut appeler histomes, de histos, ce qui est assez simple à comprendre. Donc typiquement, on devrait regarder ces différents objets et classer les différents gènes et surtout les différentes fonctions selon ces différents objets parce que les questions posées ne sont pas les mêmes. À partir de là, on peut chercher chez l'organisme minimum quelle est l'organisation universelle. Typiquement, on trouve qu'il faut à peu près 500 gènes, donc 500 fonctions, pour un organisme minimum autonome. Et c'est peu. Alors, quand on vous parlait de millions de gènes, des choses comme ça tout à l'heure, c'est un peu ambigu. En réalité, c'est des millions de gènes, mais quand on se met à les classer selon leurs propriétés communes, on s'aperçoit qu'il y en a beaucoup moins. Et en réalité, les chiffres de la biologie, que ce soit le métabolisme, que ce soit les gènes, correspondent à des grands ensembles, mais pas des très, très grands ensembles. Ce sont des ensembles qui sont en plusieurs centaines, milliers, peut-être dizaines de milliers, pas plus. Donc on est en fait quand même dans un ensemble où on peut commencer à réfléchir un par un. Typiquement, j'ai distingué ici le cœur du génome, c'est 500 génomes, ce qui était déjà décrit d'ailleurs dans la demande de financement pour les génomes de l'alvure et de Bacillus subtilis auprès de l'Union européenne en 1988. Donc, ce n'est pas quelque chose de très nouveau que je vous donne là. Et puis, quand la bactérie doit être autonome et autotrophe, c'est-à-dire dans un milieu entièrement minéral, disons, alors il faut 1000 gènes de plus. Donc, un organisme vivant autonome dans un monde minéral, c'est 1500 gènes. Ce n'est pas plus que ça. Et donc, malgré tout, c'est assez accessible, je trouve. Alors voilà, maintenant, qu'est-ce qui se passe ? Le groupe de Craig Venter, fameux pour le séquençage du génome humain, a créé, donc Craig Venter a créé un institut doté de plus de 200 millions de dollars et ils ont essayé de reconstruire le plus petit génome autonome en mettant un milieu, bien évidemment, extrêmement riche. Et dans une publication de Science récente, ils ont dit qu'il fallait 473 gènes pour réaliser la chose, et qu'il y avait 149 fonctions inconnues. Alors, je vous rappelle, 200 millions de dollars pour arriver à fonctions inconnues. Alors, j'ai regardé un peu près la chose. Quand on regarde de près, on s'aperçoit que si les génomes avaient été correctement annotés, alors on ne serait pas du tout à 149 inconnus, mais beaucoup moins d'inconnus. Beaucoup moins de la moitié de ça, plutôt le tiers.
Donc, ce que ça dit, c'est que la plupart des techniques d'annotation automatique sont fondées sur de mauvaises annotations qui sont propagées par percolation. Et ça, c'est, à mon avis, un obstacle majeur. Parce qu'à nouveau, on retombe sur le garbage in, garbage out. Bien entendu, le meilleur algorithme qui utilise des données qui sont mauvaises ne peut pas les corriger. C'est tout à fait clair. Donc, quelles sont ces fonctions? Je vais vous en donner juste un exemple que je trouve assez amusant. C'est un exemple de ce qu'on pourrait appeler un bidouillage. Alors ça, c'est quelque chose de fondamental. Un certain nombre de gens ont cherché à comprendre quel était l'ensemble des gènes strictement obligatoires pour constituer une cellule minimale. Alors ils ont essayé de comparer tous les génomes, et puis ils sont passés de 500 à 250, et puis à 100, et puis à 0. Quand on se met à regarder tous les génomes existants de cellules autonomes, eh bien, il y a 0 gène en commun. Donc, et ça va bien avec l'idée que c'est la fonction qui compte, mais pas la structure. Alors, en plus, parmi ces... Alors ça, c'est une première chose que j'ai déjà discutée, mais en plus, il y a une deuxième chose, c'est quelquefois, il faut ajuster les éléments. En fait, la biologie est faite de matière, et la matière elle-même a des contraintes. Et là, j'ai illustré la chose avec une construction d'un petit ensemble électronique, où on s'aperçoit que pour le faire marcher correctement, il fallait rajouter ce bidouillage. Et c'est typiquement ce qui arrive très souvent en biologie. Donc on peut avoir une fonction qui est une fonction uniquement spécifique de certains organismes. Et là, celle que j'ai choisie, c'est celle-ci. C'est une protéase hautement spécifique qui n'existe que dans le clade des firmicutes et des molicutes, et qui est cher à couper la protéine L27 du ribosome, de couper les 9 premiers acides aminés, parce que cette même protéine a 2 fonctions. Elle sert d'une part à l'assemblage du ribosome, donc elle sous sa forme longue, et ensuite, quand le ribosome est fait, il va fonctionner, on a besoin d'enlever un morceau. Et pour que ça marche, il a fallu ce bidouillage, mais par exemple, il n'y a pas ça chez l'homme, il n'y a pas ça chez le colibacille. D'accord ? Néanmoins, ce gène est absolument indispensable dans les molécules de Craig Venter, par exemple. 10 minutes, alors, monsieur Danchon. Oui, d'accord, mais ça va aller vite. Autre remarque, on vous dit toujours 20 acides aminés. Ça, c'est très bien, mais la proline n'est pas un acide aminé. Et ça, c'est tellement élémentaire. Pourquoi il n'est pas un acide aminé? Parce qu'il a un azote qui est lié à 2 carbones. Et ça, c'est une contrainte tellement énorme qu'il faut une machinerie entière pour tous les organismes vivants pour utiliser la proline. Alors, je ne vais pas le discuter ici, mais ça veut dire que ça introduit des quantités de nouveaux gènes, des choses comme ça. Et si on n'a pas ça en tête, aucun algorithme ne vous résoudra ce problème. Donc, ça veut dire qu'on peut regarder en revanche, c'est très utile pour regarder les conservations, parce qu'on peut être intéressé par la conservation des dipeptides ou des tripeptides. Et là, on découvre des tas de choses intéressantes. Par exemple, la valine thérénasynthétase a un tripeptide conservé dans tous les organismes. De même, la télomérase a un tripeptide de début conservé dans tous les organismes. Alors là, ça veut dire quelque chose d'intéressant, parce que ça dit quelque chose de médicalement. Ça veut dire que la fonction télomérase, elle est aussi couplée, et ça va être le terrain, chaque individu, elle est couplée à l'ensemble de la machinerie de traduction qui permet d'entrer les protéines dedans. D'accord ? Donc ça, c'est un point essentiel. Alors maintenant, je vais finir avec ça. On a entièrement parlé d'information sans arrêt, mais c'est purement métaphorique. Personne n'a pris cette idée au sérieux. Or, l'information est une authentique catégorie de la physique. Et en fait, typiquement, on peut distinguer 5 catégories actuellement: masse, énergie, espace et temps, et couplé à l'information. Et ça change complètement, d'ailleurs, incidemment, l'organisation d'Auguste Comte des sciences, qui passe de physique classique, où on aurait au début mathématiques. La biologie se trouve très proche de la mathématique. Alors ça, c'est quelque chose d'intéressant. C'est très bien pour nous aujourd'hui, parlant de génomique numérique, mais c'est souvent difficile pour les biologistes, les étudiants qui ont choisi la biologie pour éviter la mathématique. Donc ça, je pense que... Bon, ici, simplement, j'ai donné une référence. C'est un laboratoire japonais qui a transformé de l'information en énergie. D'accord ? Donc c'est pour vous dire que l'information est réelle, c'est quelque chose de concret, mais simplement on ne sait pas du tout, il n'y a pas de vraie théorie de l'information propre, c'est entièrement à faire. Il ne me reste plus que quelques décennies à vivre et je suis très malheureux parce que j'aimerais réellement beaucoup savoir ce qui va se passer à ce propos. Parce que c'est vraiment un élément absolument fascinant de la science qui est en train de s'ouvrir. Alors on arrive ici à quelque chose que je trouve très amusant, c'est de l'ordre de l'épistémologie, histoire des sciences. 1953, découverte de l'ADN. Mais en fait, on a découvert l'ADN, on a parlé d'information, mais en fait, c'était une description entièrement mécaniste. La description de la réplication, la description de l'opéron, des répresseurs, etc., c'est de la mécanique.
C'est pas du tout de l'information. Or, Charles Sherrington, qui n'était pas n'importe qui, c'est lui qui a inventé le concept de synapse, qui a eu le prix Nobel, je ne me rappelle plus en quelle année, dit la chose suivante. Il remarque que quand on regarde ce qui se passe dans la cellule, on a l'impression qu'il a certains types de catalyseurs qui se comportent comme des démons de Maxwell. Alors ça, c'est franchement fascinant. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que cette fonction-là n'est pas une fonction importante? Alors, qu'est-ce que c'est essentiellement un démon de Maxwell? Vous vous rappelez sans doute l'histoire. C'est donc la deuxième moitié du 19e siècle. L'idée était que Maxwell a essayé d'inventer un mouvement perpétuel du deuxième ordre. L'idée, c'est que vous avez une enceinte avec un gaz, vous le séparez avec une trappe, et vous imaginez un petit démon qui ouvrirait la trappe en fonction de la vitesse des atomes qui sont de gaz pour les distribuer, de les répartir d'un côté ou de l'autre. S'il réussissait à le faire, alors il pourrait faire un compartiment chaud avec tous ceux qui sont agités, un compartiment froid, et à partir de là, recréer une machine thermique. Et tout le monde, et jusqu'à en ce moment, tout le monde se pose la question de pourquoi ça ne marche pas. Et il y a de très grands nombres de discussions à ce propos. Et en fait, la réponse vient de quelqu'un qui s'appelle Rolf Landauer, que je ne vais pas discuter de lui, ça mériterait, qui a en 1961 montré quelque chose d'absolument incroyable. La création d'informations ne demande pas d'énergie, contrairement à l'intuition habituelle. Ce qui demande de l'énergie, c'est de remettre à zéro la machine une fois qu'elle a été utilisée. Et c'est exactement ce que fait un démon de Maxwell. Alors, est-ce qu'on trouve des choses de ce genre dans les cellules? Alors, quel serait le rôle du démon? Eh bien, en fait, le rôle du démon serait quelque chose qui est aussi très intéressant en intelligence artificielle, c'est la différence entre reconnaissance et discrimination. La discrimination sert à séparer des classes, et le démon sert à séparer des classes, mais pour le faire, il doit manipuler une information et par conséquent se remettre à zéro. Trouve-t-on des éléments de ce genre dans les cellules? Eh bien, en voici un que je trouve absolument fascinant, tellement il ressemble de façon concrète au démon de Maxwell. C'est une expérience de Thomas Nystrom sur la levure bourgeonnante, la levure de boulanger. On peut facilement caractériser les protéines vieillies. Alors ça, c'est quelque chose que j'aurais voulu discuter justement, c'est le rôle du vieillissement et de la façon dont il faut discriminer ce qui est jeune et ce qui est vieux, etc. Mais on peut marquer et reconnaître avec des anticorps les protéines vieillies, les protéines jeunes. Et ce qui est absolument remarquable, c'est que toutes les protéines vieillies sont dans la cellule mère, aucune dans le bourgeon. Comment ça se passe? Eh bien, pour ça, on a des protéines qui s'appellent des septines, qui utilisent l'énergie du GTP pour ouvrir ou fermer la trappe, exactement comme le fait le démon de Maxwell. Alors, en réalité, il y a beaucoup d'exemples de ce genre dans la cellule, et en particulier, typiquement, la fabrication d'un oocyte procède exactement de cette manière. Au cours de la méiose, il y a deux divisions. Si on regarde où sont les jeunes protéines et les vieilles protéines, on remarque qu'on a 4 cellules. L'oocyte contient les jeunes protéines, les 3 autres, les vieilles. D'accord? Ça veut dire une chose qui est très, très importante pour moi, et à mon avis qui est liée à des problèmes éthiques, légaux, etc., qui est la chose suivante. Tout est fait dans les organismes vivants, dans les animaux en particulier, pour que les bébés naissent jeunes. Et pour faire ça, il faut maintenir absolument les oocytes jeunes. Alors maintenant, je vous pose la question, que se passe-t-il quand on congèle un oocyte et quand on congèle un embryon? Et je vous laisse y répondre. Alors, dans la salle, est-ce que vous aimeriez discuter avec Antoine Danchin, puis de Sciences? Vous vous êtes restreint pour nous, mais on aurait passé la soirée. Ça m'est arrivé de parler plus de 4 heures. Ah ben voilà, ça m'est arrivé de parler plus de 4 heures. Sur ce sujet. Donc... Alors, avant d'écouter le directeur général de Génopôle, et puisqu'on n'a pas d'intervention dans la salle, moi j'ai peut-être une question quand même. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions actuelles avec, vous êtes vraiment du côté de la biologie, et puis on voit toute cette génomique, cette donnée génomique, et puis le rôle de plus en plus du numérique. Comment est-ce que vous voyez ces évolutions? À vrai dire, je ne le vois pas de façon très inquiétante, et c'est pour ça que j'ai donné l'exemple de Craig Venter. Ce que ça trouve, c'est essentiellement des choses triviales ou fausses. Ah d'accord. Bah, voyons.
Est-ce que vous pouvez développer? On va Ben non, prendre une ben minute, là, quand même. en gros, oui, alors j'ai effectivement raccourci beaucoup ce que j'avais. En gros, il faut absolument avoir des modèles extrêmement précis sur lesquels on puisse réellement identifier les fonctions, y compris. C'est pour ça que je vous ai donné quand même cet exemple de la protéase L27, le bidouillage invraisemblable. Rien n'aurait pu prédire ça. Il faut une expérience pour le faire. Mais à partir de là, bien entendu, on peut remonter et aller ailleurs. Donc, il y a un besoin absolu d'intégrer complètement tout ce qui est calcul avec ce qui est expérience. Et les laboratoires que j'ai construits, que ce soit à l'Institut Pasteur ou à Hong Kong, j'avais un étage sec, un étage humide, et on travaillait systématiquement ensemble.